18h18, la suite de votre grand journal d'histoire sur Europe 1 avec vous, François Claus. Et c'est l'heure d'accueillir votre invité, Cécile Vessier, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université Rennes 2. Bonsoir Cécile Vessier. Bonsoir. Merci d'être ce soir sur Europe 1. On l'a appris il y a quelques minutes. Finalement, l'équipe de médecins allemands qui étaient refoulés aux portes de l'hôpital d'Omsk a pu entrer dans l'hôpital. Et l'hôpital parle ce soir d'un état stable et estime qu'il peut être transféré. C'est-à-dire que là, on va passer sur un plan médico-géopolitico-humanitaire, si je puis dire. Oui, en fait, ça fait déjà un petit moment que l'équipe de médecins allemands est entrée dans l'hôpital et a apparemment pu examiner Navalny. Et là, il y a eu une sorte de quick qui s'est passé parce que l'équipe allemande a dit, pour nous, il est transportable, on peut l'emmener à Berlin. Et l'équipe de médecins, et je mets médecins un petit peu entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi, d'Omsk, a dit, nous avons vu avec nos collègues allemands, il n'est pas transportable. Donc déjà, on avait deux sons de cloche tout à fait différents. Donc le ton, je dirais, est un petit peu monté. Alors pourquoi je dis médecins entre guillemets? Non pas parce qu'ils ne sont pas médecins, ils le sont tout à fait, mais c'est que d'après toutes les personnes qui s'y trouvent, et notamment la famille de Navalny, l'hôpital est absolument bourré par des forces de l'ordre en tout genre, des gens du FSB, des gens de la police, et quand on va dans le bureau du médecin-chef, en fait, on tombe sur 3 personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la médecine. Donc et je les ne pense pas tout à fait... communiqués médicaux sont peut-être plutôt rédigés au Kremlin que par un médecin, si on comprend bien vos propos, Cécile Vessier. Il faut rappeler à nos auditeurs qui est Alexis Navalny et en quoi il est aujourd'hui aussi gênant pour Vladimir Poutine. Alors, Navalny, on peut dire qu'actuellement, c'est le principal opposant de Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui est actif depuis environ une dizaine d'années. C'est un avocat, il a 40 ans. C'est quelqu'un qui a 44 ans, même un peu plus. C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui a un caractère par ailleurs pas forcément toujours facile, qui ne plaît pas à tout le monde. Mais surtout, il s'était présenté à la mairie de Moscou. Il avait fait un score tout à fait intéressant là en 2013 puisqu'il arrivait au-delà des 20%. Depuis, on lui a collé des procès plus ou moins judicieux, en tout cas judicieux pour l'écarter du pouvoir. Mais il continue le combat grâce à son fonds anti-corruption qui rencontre un grand succès. C'est-à-dire que, en fait, quand il a commencé, avant même de se présenter à la mairie de Moscou, il a lancé l'attaque sur 2 axes. Un premier axe, c'était contre le parti officiellement de Vladimir Poutine, donc le parti Russie Unie, en disant c'est le parti des voleurs et des voyous. Et un deuxième axe plus large sur la corruption des élites russes. Ce qui est quelque chose d'absolument, je dirais, astucieux, d'une part parce que cette corruption est une réalité monstrueuse, et d'autre part parce que les Russes la voient, c'est-à-dire que même ceux qui, il y a encore 5 ans, je dirais, appréciaient Poutine, trouvaient que Poutine, après tout, était un chef, un vrai, etc. Ces gens-là voyaient bien autour d'eux des fonctionnaires, des gouverneurs, des maires qui s'enrichissaient. Nous aussi, en France, on les voit. C'est-à-dire que, alors un petit peu moins avec les sanctions, qui est-ce qui achète des villas hyper luxueuses sur la Côte d'Azur? Qui est-ce qui va dépenser des fortunes dans les magasins de l'avenue Montaigne? Ces gens-là, d'où vient leur argent? Donc, il a mené campagne là-dessus et il a fait, alors il s'entoure de jeunes très brillants, des jeunes qui ont, alors il y a un petit peu les bébés de 18-20 ans et puis il y a des gens, des professionnels de 30 ans, 40 ans qui sont des gens sérieux, des gens qui ont des bonnes formations. Ce qui est une autre manière de faire de la politique et particulièrement efficace parce que ces vidéos sont particulièrement bien réalisées, c'est des vrais documentaires, c'est des vraies enquêtes et elles sont très très regardées sur YouTube. Notamment. Absolument. C'est-à-dire que vraiment, en fait, le pouvoir n'a jamais vraiment pu le coincer, parce que même quand il faisait des vidéos, par exemple, sur Medvedev, qui a été un temps président et assez longtemps Premier ministre, pour démontrer qu'il vivait dans le luxe de manière absolument pas conforme à ce qu'il affirmait, le pouvoir ne pouvait pas démontrer qu'il y avait faux. Tout est fondé, tout est sur des documents, tout est prouvé. Donc effectivement, d'une part, il s'est fait énormément d'ennemis, très puissants,
Et d'autre part, il a su activer autour de lui toute une partie de la population qui, notamment confrontée à une crise économique croissante, à une crise qui a été accélérée encore par la Covid, se dit ce n'est plus possible d'avoir des gens qui se sont enrichis de cette manière donc autour de nous. À vous entendre, Cécile Vessier, la thèse de l'empoisonnement qui est celle que sa porte-parole, qui était avec lui dans l'avion et qui a vu la crise subite, immédiate qu'il a eue, qui a recueilli les témoignages des premiers médecins qui tentaient de le sauver dans l'avion avant qu'il ne revienne à Omsk, parler à ce moment-là d'empoisonnement. Cette thèse-là qui s'inscrit dans une certaine histoire politique russe, elle ne fait pas beaucoup de doute pour vous ? Écoutez, cette thèse est très très crédible. Moi, je vais pas, si vous voulez, je n'ai pas les comptes rendus des médecins, et pour cause, puisqu'il n'y a pas de compte rendu des médecins, mais je serais ravie d'avoir l'avis justement des médecins de Berlin, qui sont des médecins indépendants. Mais je dirais c'est tout à fait crédible, parce que comme vous le dites, il ne serait certainement pas le premier à être victime d'empoisonnement. On a des tas de cas dans l'histoire soviétique d'une part, avec, je dirais, un laboratoire du KGB qui avait été créé pour élaborer des poisons, et depuis au moins 2003, et l'élimination d'un journaliste très célèbre, à l'époque ça n'avait pas fait tellement de bruit en Occident parce qu'on ne le connaissait pas, qui est mort dans des conditions très très douteuses et dont les autorités ont refusé de rendre à la fois le corps et les analyses médicales à la famille. Donc, oui, tout ça fait beaucoup de soupçons. On se rappelle également que la grande journaliste Anna Politkovskaya, avant d'être abattue chez elle, avait elle aussi subi une tentative d'empoisonnement. Le fait ce soir que visiblement du côté de Omsk, les autorités russes laissent la porte ouverte à un départ vers Berlin qui pourrait d'abord peut-être le sauver et ensuite permettre de faire une enquête un petit peu plus précise sur les causes de ce coma. Comment vous l'interprétez ? Il y a eu des pressions très fortes d'Angela Merkel, d'Emmanuel Macron. Il y a une négo autour de la Biélorussie aussi. Je pense qu'il y a des pressions très très fortes. C'est-à-dire que notamment la famille a fait appel à la Cour européenne. La Cour européenne n'a pas encore pris de décision, mais a émis un document pour dire que voilà, elle acceptait la demande. Donc c'est quelque chose qui est suffisamment exceptionnel pour être noté. Je pense que Monsieur Macron et Madame Merkel, qui effectivement la veille avaient dit prendre cette histoire très au sérieux, je pense qu'ils ont agi de façon diplomatique parce qu'ils étaient ridiculisés aussi. Parce qu'ils étaient complètement ridiculisés, c'est-à-dire que le porte-parole du Kremlin avait dit oui, s'il veut partir, nous le laisserons partir, nous l'aiderons à partir, et puis finalement on le bloque pendant des heures on l'a bloqué pendant plus de 24 heures. Donc il y a certainement eu des pressions fortes, il y a aussi une pression forte dans la société, je veux dire cette société russe qui, même les gens qui n'aiment pas forcément Navalny parce qu'il a des fois des prises de position un petit peu abruptes, se sont trouvés scandalisés. Oui, on a été frappé de voir les scènes. On voit des scènes, alors l'interdiction de manifester, mais il y a des gens qui font le piquet de grève, parce que ça, ils ont le droit. Ils sont tout seuls, debout, dans la rue, à Moscou, dans les villes de Sibérie, avec une pancarte. Cet homme a été empoisonné. Merci beaucoup, Cécile Vessier, de nous avoir accompagnés dans vos réflexions. Et on vous retrouvera sûrement bientôt sur Antenne d'Europe 1 pour continuer à évoquer cette terrible affaire autour de Navalny. Oui.